Herkese merhabalar. Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Le podcast turc est produit par moi-même, Pelin, créatrice et rédactrice du site internet leblogd'istanbul.com. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le blog d'Istanbul, c'est le site internet francophone qui vous aide à préparer vos séjours et votre expatriation à Istanbul et en Turquie. Il vous offre des infos utiles, des guides, des conseils, des bons plans, bref, tout ce qu'il y a à savoir avant de partir. N'hésitez surtout pas à y jeter un œil. Aujourd'hui, je ne suis pas seule car j'ai une invitée d'honneur. Il s'agit de Christine. Christine, c'est la créatrice de la boutique en ligne Maison Léventine. Elle est d'origine turque et elle a vécu pratiquement toute sa vie en France comme moi. Il y a à peu près 1 an, alors que je préparais un article sur mon blog qui avait pour sujet les cadeaux spéciaux Noël à la turque, je suis tombée sur sa boutique sur Instagram, il me semble, et j'avais découvert son univers unique qu'aucune autre boutique française ne propose bien évidemment. Il s'agissait d'un mélange d'élégance à la française avec de l'artisanat à la turque. Du coup, j'avais adoré et j'avais décidé de partager sa boutique sur mon blog. Suite à cela, nous avions pris contact et nous nous étions rencontrés pour un dîner à Istanbul. Depuis, une belle amitié s'est créée. Alors, pour vous présenter un petit peu la boutique, Christine nous propose une sélection de produits qui va du linge de maison aux objets de décoration, de la vaisselle en céramique absolument magnifique et tout plein de choses comme ça qui rendent la maison cosy. Et tout cela est choisi par ses soins parmi tous les produits de ses fournisseurs turcs. Donc, sa boutique se fournit à 100% en Turquie. J'ai donc voulu partager avec vous son expérience que je trouve extrêmement intéressante et on va voir comment s'est passée la création de son entreprise, comment elle a trouvé ses partenaires turcs et quelles difficultés elle a rencontrées, etc., etc. Avant de laisser la parole à Christine, j'aimerais juste souligner que nous avions enregistré cet épisode à distance lors du confinement et à la réécoute, j'ai remarqué que le son de ma voix n'était pas au top. Je pense que j'ai mal réglé mon microphone, j'étais un peu trop loin, du coup on n'entendait pas super bien. Donc pour une meilleure compréhension, j'ai réenregistré mes interventions tout le long du podcast. Fort heureusement, je ne parle pas beaucoup, mais je pense que c'était important pour que vous puissiez bien entendre mes questions. J'espère sincèrement que l'écoute sera agréable. Sur ce, bonne écoute. Alors Christine, merhaba, hoş geldin podcast'ıma. Salut Pelin, hoş bulduk. Tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté de faire un passage sur le podcast turc. Je pense que c'était super intéressant de pouvoir partager ton histoire et ça va, je suis sûre, en aider beaucoup. Alors tout d'abord, n'hésite surtout pas à compléter la description que je viens de faire de ton entreprise et notamment les valeurs qu'elle porte. Mais surtout, j'aimerais que tu nous racontes l'histoire qui se cache derrière le nom de ta société Maison Léventine. Ça marche. Alors, Maison Léventine ou Léventine, les deux peuvent se prononcer. Ça vient de la communauté des Levantins qui existe beaucoup en Turquie. On en trouve aussi au Liban et en Égypte. Ce sont des communautés européennes, en général plutôt France, Angleterre, Italie, qui se sont installées en Turquie à l'époque ottomane, donc avant même que ce soit complètement la Turquie, et qui ont vécu là-bas en fait pendant toutes ces années et qui ont du coup une culture complètement mixte. Donc ils vivent en communauté entre eux, parce que souvent ils sont d'origine chrétienne, donc ils ont tendance à vivre entre eux du fait de ces origines-là. Mais du coup, ils sont aussi dans un pays turc et oriental. Donc, ils ont une culture complètement mixte d'Occident et d'Orient. On les appelle donc les Levantins. Donc, ça vient du mot Levant. Donc, ils sont en général donc français, italien ou anglais de nationalité, mais ils vivent en Turquie. Donc, ils ont eu en général à l'époque du sultan des autorisations pour résider en Turquie et pour y faire du commerce. Donc très souvent, ils ont des ancêtres qui étaient commerçants et qui se sont ensuite installés en Turquie. Alors du coup, moi, je ne suis pas levantine par définition, parce que par définition, il faut être né là-bas. moi, je suis née en France, mais mon papa est levantin.
Mon papa, il D'accord. est français, mais il est né, il a grandi en Turquie, à Izmir. D'ailleurs, Ouais. là, il y a une grande communauté levantine à Izmir qui disparaît malheureusement petit à petit, mais qui à l'époque de mon père était quand même assez grande. Du coup, en appelant ta société Maison Léventine, t'as voulu faire un petit clin d'œil à tes ancêtres, si j'ai bien compris. Exactement. Il y avait cette idée justement de, ben, voilà, moi j'ai des origines levantines et en même temps, comme pour moi les Levantins c'est un mix de cultures, c'était Mhm. aussi ça que je trouve intéressant, c'était de se dire que bah, quand on mélange des cultures, pour moi ça donne de la richesse. On prend Mhm. le meilleur des deux Ouais. et je trouve intéressant de pouvoir se dire on prend quelque chose de turc et en même temps qui est assez oriental et qu'on va rendre un peu mélangé avec de l'occidental. Voilà. Dans les valeurs de l'entreprise, il y a une deuxième partie qui me tient beaucoup à cœur, c'est que Oui. aujourd'hui, malheureusement, la Turquie n'est pas toujours connue pour des bonnes choses. On Mhm. entend des choses dans les médias qui sont souvent orientées sur la politique, sur l'économie, qui sont pas toujours très positives. Ah, Moi, n'en je parle pas. voulais, au contraire, voilà. Et au contraire, moi, je voulais mettre tout ça de côté et de juste montrer le bon côté de la Turquie. Donc, son artisanat, sa gastronomie, son Ouais. histoire, sa culture, des choses que Mhm. les gens, malheureusement, ne connaissent pas beaucoup et Mhm. qui, en plus, sont très riches, sont très belles. Et donc, du coup, je voulais mettre en avant que ça. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, la présentation que j'ai faite de ton entreprise, est-ce que tu penses qu'elle est correcte? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, alors elle est correcte. Effectivement, donc j'ai choisi des produits donc aujourd'hui que en Turquie qui Ouais. sont quasiment tous faits main. Alors je travaille avec des céramistes qui ont leurs petits ateliers, avec Mhm. des chaudronniers, avec voilà des artisans et sur toute la partie textile avec des petits ateliers. Donc on n'est pas du tout sur de l'industriel. Ah Je donne ouais. beaucoup d'importance à choisir les matières premières qui sont typiques de la Turquie et en majorité originaires de la Turquie aussi. Sur certaines pièces, je choisis directement dans ce qu'a l'habitude de faire le fournisseur. Et puis il y a d'autres artisans avec qui je peux un peu plus travailler en mode créatif et Ouais. dessiner moi-même les produits et les faire fabriquer. Ah mais du coup, toi aussi, tu crées des produits. Donc, du coup, mais tu as une formation ou comment ça se passe exactement? Est-ce que tu es designer ou tu peux nous en dire plus? Alors, moi, j'y vais beaucoup au feeling. Enfin, j'ai toujours fonctionné à l'instinct et à essayer de faire le plus possible confiance à mon instinct. Si je trouve Ouais. que quelque chose me plaît ou que je trouve que c'est beau, bah, je pars du principe que ça peut plaire à d'autres aussi. Donc, j'ai pas du tout de formation dans ce domaine-là. Moi, là-bas, j'ai une formation en informatique, donc absolument rien à voir. Ah, ok. Voilà, mais je pense que j'ai une sensibilité au beau, à Oui. l'esthétique. Je vais beaucoup m'inspirer aussi. Je vais aller soit dans les magazines, regarder Pinterest, enfin essayer de m'inspirer, de voir des choses en me disant ah bah tiens cette forme est plutôt sympa, cette couleur avec telle autre couleur en association, ça peut être sympa. Donc je vais m'inspirer. Ensuite, bah, par exemple sur le linge de lit que j'ai fait faire avec un tissu dont la fabrication a été perdue, qui s'appelle le Chile baiser, qui est une sorte de gaze de coton entièrement Ouais. faite à la main. Donc enfin, j'ai fait faire tous des sets de linge de lit avec des housses brodées, etc. Bon, bah, tous ces motifs de broderie. Bah, à la base, voilà, j'ai eu quelques idées. On en a fait des prototypes avec la chef d'atelier, beaucoup de visio pour voilà tester les tailles de broderie, les espacements, les Mhm. couleurs, etc. Pour voir ce que ça pouvait donner, voir si ça pouvait me plaire. On l'a fait en général en petit format au début pour se rendre compte ouais, est-ce que ça peut être sympa ou pas. Et puis jusqu'à la forme finale. Donc après, D'accord. ça plaît. Ah oui, d'accord. Donc, tu es vachement proche quand même de tes fournisseurs. C'est pas juste tu passes une commande et puis basta. En fait, vous avez une vraie collaboration et vous travaillez ensemble de manière rapprochée, quoi. Ah non, non, non. Puis c'est ce que je voulais en fait. Je voulais que dans ce projet, retrouver de l'humain, retrouver de la créativité, Ouais. retrouver du plaisir en fait dans mon job. Mhm. Et du coup, ça passe par ça. Ça passe par ce côté un peu de rêver. Ah là là, le produit, on pourrait le faire comme ça, et ça irait bien avec tel autre. Mhm. Et puis j'aime beaucoup challenger en disant
et est-ce qu'on pourrait le faire comme ça? Et est-ce qu'on pourrait faire telle couleur? Est-ce qu'on pourrait faire telle forme? Et puis je vois avec la céramiste, des fois elle va me dire bah non, là il y a vraiment une contrainte technique, techniquement on peut pas le faire. Elle va Ouais. m'expliquer pourquoi. Donc en plus du coup j'apprends énormément comment, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut vraiment pas faire parce que techniquement c'est impossible, pourquoi c'est pas possible. Et moi j'adore en fait, c'est apprendre le métier des autres et l'expertise des autres, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Et du Mhm. coup, c'est ce que je retrouve là. Et donc, je prends tous ces éléments et puis derrière, bah, on va construire des nouvelles formes ou des nouvelles couleurs ou des nouvelles façon de Wow. faire que même l'artisan n'avait pas encore fait jusqu'à maintenant, mais qui me suit, qui me dit bah écoute, on va essayer, on verra bien. Et puis des fois ça marche, des fois Super. ça marche pas. Hein, faut se le dire aussi, des fois ça marche pas. Oui, bien sûr. Mais au moins on a essayé et on travaille quand même pas mal, enfin, avec la plupart des artisans un peu main dans la main. Bah, pour eux, ça Et, leur fait des nouveautés, ça leur ouvre des portes. Et puis moi, ça me fait plaisir aussi de pouvoir créer, quoi. ok, d'accord. Du coup, est-ce que tu sais déjà où est-ce que tu vas aller avec ta boutique? Est-ce que tu penses que tu vas ouvrir les horizons et te fournir dans d'autres pays, par exemple des pays limitrophes, par exemple, ou des pays d'autres cultures, ou est-ce que tu veux vraiment une boutique 100% turque jusqu'au bout? Alors, dans un premier temps, j'ai fait le choix de la Turquie à 100% au démarrage, en me disant, ça reste un pays que je connais, que je maîtrise plus ou moins. Mm. Donc, du coup, j'ai cette facilité-là, dans un premier temps, de me dire, en plus, je parle turc, donc évidemment, on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais Mm. c'est aussi un argument pour moi de facilité. Et puis, je voulais que dans mon projet, en l'occurrence Maison Levantine, je voulais qu'il y ait vraiment la Turquie qui soit une part importante du projet. Et donc, j'ai commencé en me disant les fournisseurs, dans un premier temps, seront choisis qu'en Turquie Oui. parce que ça a du sens avec mon projet. Après, Maison Levantine, quand je te parlais tout à l'heure des origines des Levantins, en général, ils ont des origines françaises, italiennes et anglaises. Oui. Donc, pour moi, dans cette histoire-là, ce sont aussi des pays qui peuvent avoir du sens, qui ont aussi un bel artisanat Oui. qui ont aussi des produits et un savoir-faire qui sont tout à fait légitimes et qui du Mhm. coup pourraient effectivement rentrer dans la collection Maison Levantine plus tard. Ok, super. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Je voulais aussi te poser la question, à savoir comment est-ce que c'est de travailler avec les Turcs? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu penses que le fait que tu sois turc t'apporte des facilités pour travailler avec les Turcs? Et est-ce qu'il y a des mauvais côtés, par exemple? Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi aussi j'ai créé une entreprise et j'ai aussi eu affaire à des Turcs, des fournisseurs turcs. C'était pas du tout dans le même secteur que toi, mais j'ai eu quelques expériences qui n'étaient pas forcément des plus positives. Et du coup, je pense que j'en parlerai dans un autre podcast, vraiment pour parler que de mon expérience. Mais du coup, c'est l'occasion d'avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ta relation avec les fournisseurs turcs? Ouais, bien sûr. En fait, il y a plein de choses qui vont se télescoper un peu sur ce sujet-là. Mhm. Alors, en fait, je vais te donner un exemple. La première fois que j'ai commencé à contacter mes fournisseurs, je les ai d'abord contactés par mail. Donc, j'avais fait un petit mail un peu type, j'expliquais un peu qui j'étais, que mes parents Mhm. étaient turcs, que j'avais un projet pour mettre en avant l'artisanat en Turquie, etc. Mais évidemment, tout Mhm. ça était signé par un nom assez français, donc Christine, avec mon nom de famille qui fait pas du tout turc. Et Ouais, donc, mais le mail était rédigé en turc quand même. Je ouais. l'avais fait relire par ma mère, par mon cousin, pour être sûr que c'était bien écrit, que les Toute formulations la étaient bonnes. famille. Voilà, parce qu'il faut dire qu'au début de ce projet-là, mon niveau de turc était quand même un niveau du quotidien et plutôt un langage qu'on a dans la famille, mais pas Ouais, du tout un langage professionnel en fait. ouais, Donc, ouais, ouais, je carrément. manquais beaucoup de vocabulaire à ce niveau-là. Donc Mhm. j'avais eu besoin de pas mal d'aide. Et en fait, les gens me répondaient, mais un peu suspicieux. Et je me rendais compte à la première rencontre qu'ils se disaient, mais c'est qui cette fille? Elle a un nom français, elle nous écrit en turc, elle veut qu'on fasse du business ensemble, mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est qui? C'est quoi? Et à la première rencontre, quand je leur commence à leur parler en turc et que mon turc est finalement pas très mauvais, enfin, j'ai
très peu d'accent et il est plutôt correct, on va dire. Ils sont hyper surpris. Et en fait, ça cassait tout de suite les barrières. Tout de suite, ils se disaient, OK, bon, bah, en fait, ses parents sont turcs, sont d'Izmir. Enfin, ça va, quoi. On peut lui faire confiance. C'est pas une fille un peu louche qui essaie de venir travailler avec nous. Ouais, t'étais pas une personne bizarre qui vient faire du repérage, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, ça, clairement, je me rendais compte que dans les 3 premières minutes, quand je commençais à parler turc avec eux, il y avait vraiment une barrière qui tombait assez vite. Je pense que dans la culture turque, ils ont aussi ce besoin dans les premières rencontres. On ne parle pas business tout de suite. C'est-à-dire, il y a un premier quart d'heure, 20 minutes, voire première heure parfois, où on se renifle, quoi. On essaie de trouver c'est quoi les points communs. Quitte à aller chercher dans les relations de famille. Ah, mais en fait, t'as un cousin qui est à Izmir. Ah, mais moi, j'ai ma belle-sœur qui est à Izmir. Ah, mais c'est bon, on a un lien. Oui, carrément. Voilà. Carrément. Il faut trouver un lien. Ce lien-là, des fois, il prend 1 heure. Donc, ça, faut s'y préparer. C'est-à-dire que moi, mes premiers rendez-vous, j'étais très à la française. Je suis partie du principe le rendez-vous allait durer 1 heure. Donc, j'enchaînais plusieurs rendez-vous dans une même journée. Et je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible, qu'un rendez-vous, ça durait pas 1 heure, qu'il fallait d'abord faire connaissance, prendre du thé, manger 3 cacahuètes, petit à petit de c'est quoi le projet, de ensuite qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, avant même de regarder un modèle ou un proto. Voilà. Donc ça, c'est une timeline en fait qui est un peu différente par rapport à ce qu'on peut avoir en France, très clairement. En France, c'est 1 heure de rendez-vous, c'est bonjour monsieur. On va à l'essentiel et au bout d'1 heure, merci, on se rappelle. Voilà. Alors en Turquie, c'est beaucoup plus long que ça, mais c'est les locales, c'est cette culture-là. Bonne ou pas bonne, je saurais pas te dire. Elle est comme ça. C'est ce que tu as voulu. Voilà. Exactement. Et moi, en fait, les premières fois, ça me perturbait parce qu'en plus, moi, dans mon passé professionnel, j'ai toujours été dans des milieux très corporels, dans des grands groupes où tout était très cadré, très voilà, quand il y a une réunion, tout le monde est à l'heure, ça dure 1 heure et puis basta. Là, c'est plutôt un milieu dans l'artisanat, on est dans des petits ateliers. C'est pas structuré de la même façon. Donc, il y avait aussi ce côté-là, moi, qui me faisait changer aussi d'univers, plus la culture. Après, sur le côté positif, c'est qu'il y a une forme de sympathie, d'amicalité qui est beaucoup plus rapide en Turquie. Les gens sont beaucoup plus accueillants, sont beaucoup plus hospitaliers. Alors certes, j'arrive comme une cliente, mais globalement, les gens sont quand même beaucoup plus aimables et beaucoup plus accueillants, beaucoup plus sympathiques globalement. Donc, ce que je trouve quand même très positif. Le côté négatif de ça, c'est que très vite, il y a une forme d'amitié qui se crée, qui est beaucoup trop rapide et pas forcément complètement réelle. Je sais pas si j'arrive à bien l'exprimer, mais ça devient très vite. Alors en turc, on appelle ça Canım cicim. C'est que très vite, ça devient ma chérie. T'inquiète pas, on t'envoie le truc, etc. Donc le ma chérie est un petit terme sympathique, on peut dire à une amie qui arrive assez vite. Mais il faut quand même savoir que même si en façade il y a cet effet-là, c'est pas toujours une réelle amitié. C'est une forme en fait. C'est une forme et que derrière ça reste du business quand même. Donc il y a ce curseur-là. Voilà, ça m'étonne pas. T'es trop proche d'un coup. Et moi, je suis quelqu'un de très chaleureuse, donc je me prends au jeu. Puis au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que on te dit ma chérie pour rallonger les deadlines ou faire un modèle qui n'était pas tout à fait ce qu'on avait demandé. Enfin, moi, c'était les problèmes que j'avais eus. Je pense pas que toi, tu as eu les mêmes choses, mais c'est vrai que on appelle ça un peu prendre la confiance. Tu vois, et en fait, qu'ils prennent la confiance rapidement, en fait. Mais oui, mais en fait, c'est surtout que dans notre culture française, ça n'existe tellement pas que du coup, on a du mal à savoir où placer le curseur. On peut pas être non plus trop froid quand la personne en face elle est comme ça. Il faut juste savoir que est-ce que c'est réellement de l'amitié ou pas, et qu'à un moment donné, il faut que ça reste business. Avec certains, ça peut aller jusqu'à de l'amitié, et moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Mais c'est ce curseur-là qui est un peu difficile à jauger, je trouve, au début, malgré que je connaisse la culture turque. Et puis, donc, je trouve que toi, tu travailles qu'avec des femmes en plus, ou principalement. Alors, ouais, c'est assez drôle. Alors, c'est pas du tout fait exprès. Mais 90% de mes fournisseurs sont des femmes. Donc, c'est assez drôle parce que c'était pas un choix voulu.
Mais en fait, j'ai deux types de fournisseurs globalement. C'est des femmes en reconversion. Donc elles ont 35, 40 ans, elles ont eu un Ouais. job assez corporate avant et qui ont atteint un niveau de saturation et qui ont voulu faire autre chose, qui ont eu la possibilité aussi avec justement des années en corporate, elles ont pu par exemple se payer leur appart et atteindre un niveau de vie à peu près stable pour pouvoir basculer sur autre chose. Donc j'ai un peu Ouais. ce type de profil. Et puis j'ai aussi des profils, alors moi j'appelle ça la deuxième génération. C'est des gens dont les parents ou grands-parents avaient un métier artisanal, qui font ça de façon très traditionnelle, mais qui ont quand même gagné assez d'argent pour pouvoir envoyer leurs enfants faire des études en Turquie, voire même à l'étranger, soit des études de marketing ou de commerce ou autre. Et quand ces Ouais. enfants reviennent au pays, ils veulent reprendre du coup quand même l'activité de leurs parents parce que c'est l'activité familiale. Mais du coup, ils y apportent une couche de modernité et ils sortent un petit peu du côté hyper traditionnel que leurs parents pouvaient avoir. Et D'accord. du coup, ça va donner des pièces ou des façons de fabriquer et des modèles qui sont un peu plus modernes. Je peux te donner un exemple. Ouais. Par exemple, le laiton et le cuivre en Turquie. Si tu vas au Grand Mhm. Bazar d'Istanbul, ça brille de partout, c'est martelé, c'est gravé. Enfin, c'est hyper oriental. C'est kitsch, Voilà, un petit peu. moi je trouve ça kitsch, mais voilà, c'est très travaillé, c'est pas du tout épuré. Ouais. Par contre, c'est un savoir-faire, c'est-à-dire que la personne qui sait travailler le laiton ou le cuivre à la main, c'est un vrai savoir-faire. Mais si Ouais. ce savoir-faire, bah voilà, quand tu es une nouvelle génération qui arrive, qui dit bon bah, on va pas le marteler de partout, ce plateau, on va pas le graver de partout, on va juste faire un petit rectangle tout simple, bien lisse, bien brillant. Et Mhm. bah là, du coup, tu as toujours ce même travail du matériau, mais dans une forme moderne. Et moi, c'est ce que je voulais. Et moi, c'est ce que Ouais. j'appelle les deuxièmes générations, parce qu'en général, ils connaissent, parce que depuis l'enfance, ils sont plus ou moins dans les ateliers avec leurs parents, leurs oncles. Ils connaissent le travail de Oui. cette matière. Mm. Donc, ils savent techniquement ce qu'on peut faire, pas faire, et donc, ils apportent une vision moderne ce que je trouve moi assez chouette dans ce que j'appelle moi du coup les deuxièmes générations. Est-ce le bon terme? Je sais pas, mais en tout cas C'est c'est des compréhensible. nouvelles générations. Voilà. C'est vraiment passionnant. On pourrait vraiment t'écouter pendant des heures. Du coup, là, je me demandais, est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas du tout turc, qui ne parle pas du tout turc, peut faire du business avec ces personnes-là? Étant donné que c'est des artisans, bon, tu m'as parlé d'une deuxième génération, donc je suppose que cette génération-là, elle parle un petit peu l'anglais. Mais est-ce que, en général, travailler avec des artisans turcs, c'est facile pour quelqu'un qui vient complètement de l'extérieur, qui n'a pas du tout de lien avec le turc et les Turcs en général? Est-ce que je peux avoir ton avis là-dessus? Justement, sur ces deuxièmes générations, en général, ils ont cette ouverture à l'Occident. Donc ils ont, Ok. très souvent d'ailleurs, les Turcs ont quand même plutôt un bon niveau d'anglais pour ceux qui ont fait des études. Ils parlent d'ailleurs Mhm. même beaucoup mieux que nous en France. Et eux sont vraiment très ouverts pour faire du business à l'international. Donc du coup, avec ce genre de fournisseur, pour moi, c'est que tu parles turc ou pas, c'est quasiment pareil, Mhm. parce qu'ils sont quand même assez orientés business, si je peux le dire. Après, Ouais. quand tu es sur de l'artisanat un peu plus artisanal, on va dire, un peu moins structuré, un peu plus à l'atelier, avec un petit côté un peu créatif et un petit côté pas forcément structuré, là, ça peut être un peu plus compliqué parce que les délais, clairement, sont pas toujours bien respectés. Faut Ouais. relancer plusieurs fois. Faut s'assurer que ce qui a été fait, c'est bien celui qu'on avait demandé et pas, je pense que c'est mieux comme ça, donc je te l'ai fait comme ça. Ouais, ça, je pense que tu connais. Ah oui. Euh, Et du coup, pour et quelqu'un qui parle pas le turc, c'est difficile à gérer ce genre de voilà, c'est plus mésentente compliqué. entre Ouais, guillemets. c'est plus compliqué parce qu'il faut être beaucoup plus sur place. Ouais. Et forcément, si tu es sur place et que tu es tout en anglais et que tu manques de connaissances, parce que forcément l'anglais va te limiter dans la bonne compréhension de certaines choses, Mm. quoi qu'il en soit, enfin que ce soit l'explication de ton artisan ou ta compréhension à toi, il y aura toujours une partie qui sera moins maîtrisée. Et donc du coup, je pense que la facilité, elle sera pas là. Moi, c'est clairement Ouais. le fait de connaître la culture, la langue, parce que ça vraiment, ça facilite de connaître la langue, c'est un Ouais. vrai plus.
C'était un vrai plus. J'ai gagné beaucoup de temps sur la confiance, je gagne beaucoup de temps sur les échanges. Clairement, moi, ça me facilite sur beaucoup de choses. Et je pense que quelqu'un qui parlerait que anglais, bah déjà, il pourrait pas atteindre tous les artisans parce qu'il y a certains artisans, bah, ils parlent pas forcément anglais. Donc, il faut passer par un interprète ou pour quelqu'un qui connaît. Donc, c'est plus compliqué. Oui, et puis c'est des frais supplémentaires si tu dois prendre un interprète, c'est sûr. Et du coup, toi, ton turc, il s'est beaucoup amélioré, je suppose, depuis le début de toute cette aventure. Grave, mais grave, c'est incroyable. C'est-à-dire que avant le turc, en fait, je me forçais à le parler quand je parlais avec ma mère, parce que du coup, je me disais si je le parle pas, je vais le perdre. Donc, au quotidien, j'essayais de le parler avec ma mère. Et évidemment, quand je partais en Turquie pour les vacances ou autre, bah, c'est là où je pratiquais, mais ça restait quand même dans un cadre familial. Donc, c'est un vocabulaire qui est assez limité et c'était une fois par an, voilà. Là, maintenant, déjà, chaque voyage, c'est au moins une semaine où je parle quasiment 100% en turc, avec beaucoup plus de vocabulaire. Au quotidien, bah, j'ai des échanges, que ce soit à l'écrit, parce que autant je le parle parce que je l'ai appris à la maison, mais je savais pas l'écrire. Donc là, j'ai vraiment perfectionné mon écriture en turc. Donc ça, c'est quand même assez fort aussi. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand je parle turc, donc quand je pars en voyage en Turquie, en fait, il me faut 24 heures pour que dans mon cerveau, il y ait une forme de switch. C'est-à-dire que le premier jour, je bute sur les mots, je suis toujours en train de chercher mes mots en turc, mon accent est plus fort. Et à partir du deuxième jour, mon cerveau a basculé et j'ai quasiment plus d'accent en turc et j'ai beaucoup moins de problèmes de vocabulaire. Et donc, j'ai toujours plein de compliments de gens. Voilà, quand je prends le taxi ou que je suis à l'aéroport pour donner ma valise au checking et autres, à chaque fois, parce qu'ils voient mon nom qui est pas du tout turc, à chaque fois, ils sont étonnés, mais vous parlez turc, mais vous parlez super bien turc, comment ça se fait? Vous avez même pas d'accent. Et à chaque fois, je dis, bah, en fait, ma mère est turque. Et à chaque fois, ils disent, ah, bah oui. Quand c'est les mères, forcément, c'est pas pareil. Parce que les mères ont plus facilement tendance à enseigner aussi leur langue à leurs enfants. Et du coup, bah voilà. Donc, ça s'est vraiment, vraiment bien amélioré. Ouais. Bah, du coup, tu pars combien de fois à Istanbul par an pour le boulot? Pour le moment, je fais au moins 2 voyages par an. Je n'ai pas vraiment de collection, en fait, dans Maison Léventine. J'ai pas fait le choix de dire, bon, bah, il y a une collection hiver et une collection printemps-été. Je travaille pas vraiment par collection. Je travaille par grande vague de nouveautés, on va dire. Enfin, il y a des nouveautés qui arrivent assez régulièrement sur le site, mais il y a effectivement 2 grands arrivages, on va dire. Et donc, quand j'essaie de caler mes voyages en Turquie pour aller voir les fournisseurs un petit peu avant l'arrivée de ces nouveautés, parce que des fois, il y a juste besoin de valider les protos et que ça, j'ai besoin de voir en vrai, notamment par exemple sur les couleurs. C'est toujours très difficile d'avoir la vraie couleur sur une photo. En fonction de la lumière et autres, on n'aura pas le vrai rendu. Et là, j'ai vraiment besoin de voir en vrai. Donc, des fois, voilà, le voyage, en général, je le cale un petit peu avant l'arrivée des nouveautés, ce qui me permet de valider les protos de ce qu'on avait décidé quelques mois ou semaines avant. Et puis, bah, ça me permet de ramener une partie aussi avec moi pour tout de suite les mettre sur le site quand les produits sont prêts et validés, quoi. Ouais, d'ailleurs, à chaque fois que tu pars en voyage, tu partages des photos sur Instagram. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller suivre Christine, ses aventures à Istanbul, ainsi que sa boutique en ligne sur son compte Instagram. Il me semble que c'est Maison Léventine, c'est bien ça? Ouais, c'est Maison Léventine et je fais surtout beaucoup de stories en fait quand je suis à Istanbul. Et donc je sais que ça plaît beaucoup. Enfin, dès que je fais une traversée en bateau, mais je crois que toi c'est un peu pareil. Hein. Les traversées en bateau, ça plaît mais vraiment à tout le monde. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on est sur le bateau, il n'y a pas que les touristes qui filment, même les locaux prennent des photos et filment. Comme quoi, c'est pas juste un truc à touristes, ça plaît vraiment à tout le monde. Et puis, j'ai plein de petites adresses pour aller manger dans des petites cantines turques. Et en général, quand je fais des photos de ça, les gens sont quand même un peu à fond sur mes stories quand je suis à Istanbul, ça c'est sûr. Hey güzel İstanbul, benim sevgili yarim.
coup, comme tu as ouvert le sujet d'Istanbul, on va continuer sur ce sujet-là et j'aimerais ouvrir la conversation sur un projet que tu as mis à exécution il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était au mois de mars. D'ailleurs, tu as eu un petit peu chaud après, juste après, il y a eu le confinement. Mais tu as organisé un premier voyage avec des clientes à toi et je crois que c'est pas réservé que à des clientes à toi. Mais tu as emmené un petit comité à Istanbul avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? D'où est-ce que ça t'est venu, cette idée? Et comment s'est passée du coup cette première virée avec tes clientes? Est-ce que tu comptes réitérer l'expérience? Alors en fait, ce projet-là, il a démarré par un besoin client. C'est aussi simple que ça. C'est que, bon, comme je te l'avais dit tout à l'heure dans les valeurs que je voulais partager avec Maison Levantine, c'est partager l'histoire, la culture, l'artisanat, la gastronomie et aussi l'art de vivre turc. Et quand je fais mes pop-up sur Paris, là, en général, bah, c'est aussi un moment où justement je peux partager ça avec les clients en direct. C'est-à-dire que autant j'ai mon Instagram, j'ai mon site, j'ai mon blog, je partage des choses, etc. Mais bon, ça reste virtuel, on va dire. Mais quand je suis en pop-up, je peux vraiment partager avec les gens les anecdotes, la façon dont le produit est fait, là où est ma céramiste, le quartier où j'ai été, etc. Et j'avais régulièrement des gens qui me disaient « Ah, mais quand est-ce que tu nous emmènes à Istanbul ?» Donc, tu l'entends une première fois, tu l'entends une deuxième fois. Et puis, en plus, à chaque fois, je propose des locums, en fait, quand je suis en pop-up. Je ramène toujours d'Istanbul des locums à la pistache voilà, de chez Hacı Bekir, qui est pour moi le meilleur, pour ne pas le reciter. Et en fait, ça me permettait de dire, bah voilà, comme ça, je vous emmène encore un petit peu en Turquie, parce que vous avez aussi le côté gastro dans la bouche quand vous avez cette expérience. Et en fait, les gens me disent, ah là là, mais il faudrait que tu nous emmènes à Istanbul, ne serait-ce que pour acheter les locums, où est-ce que tu les achètes, etc. Et en fait, petit à petit, bah, ça a un peu mûri dans ma tête en me disant finalement, moi, le projet Maison Levantine, c'est partager un art de vivre, c'est partager une culture. Finalement, si je veux pousser cette expérience un peu plus loin, bah, il faut que je les emmène, les gens. C'est vrai. Enfin, il faut qu'ils viennent avec moi et que c'est vrai que tout à l'heure, on en parlait quand je fais mes stories à Istanbul, les gens, ils ont envie de venir avec moi parce que je n'ai pas une balade d'Istanbul qui est touristique, mais qui est beaucoup plus proche de ce que va vivre un local. Et donc, les gens, je me dis, ah là là, il faut trop que tu nous emmènes. Et je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être un projet qui peut être intéressant. Et donc, ce projet donc s'appelle Escapade Levantine. Et donc, le premier voyage a eu lieu au mois de mars, juste avant le confinement. Oh mon Dieu! Tu as eu chaud. J'ai eu vraiment chaud parce que, en fait, on est parti donc avec un premier groupe de femmes. C'était un premier voyage inaugural avec un groupe de femmes parce que pour moi, je réserve ce projet que aux femmes avec une idée d'escapade, de se dire, voilà, vous laissez mari et enfants pendant 4 jours et vous prenez un temps pour vous dans lequel vous n'avez rien à faire à part profiter du moment. Tout est organisé, tout est pris en charge. Vous n'avez que à être là le moment du départ et ensuite vous êtes porté, vous n'avez qu'à profiter de l'instant. Donc, c'est ce que j'ai fait sur ce premier voyage-là, donc avec un petit groupe. L'idée, c'est d'être quand même dans un groupe de 5-6 personnes, pas plus, pour avoir une forme de convivialité et qu'on ne soit pas comme dans des groupes touristiques avec moi devant et le parapluie et 25 personnes derrière. Ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Oui, et l'idée de ce voyage, voilà, c'est pas du tout un voyage touristique. Enfin, la personne qui veut faire le touriste à Istanbul, il s'y retrouvera pas forcément dans ce voyage-là. C'est pas l'objectif. Par contre, ça peut être combiné à ce voyage-là, c'est-à-dire arriver un peu plus tôt ou rester quelques jours après l'escapade à Istanbul pour vraiment faire le côté pur touristique. Mais c'est pas le but. L'idée, c'est de découvrir Istanbul d'une façon un peu différente, un peu plus hors des sentiers battus, un peu plus local aussi, c'est-à-dire aller dans des quartiers où si on y allait en tant que touriste de base, on n'irait pas forcément, dans des restaurants où si on ne nous y emmène pas, on n'irait pas, ou alors on irait et on choisirait pas les bonnes choses à manger. Ce que moi j'appelle les bonnes choses à manger, c'est des choses qui, soit si on le lit à la carte, on ne sait pas ce que c'est, donc on ne le prendrait pas, soit on ne sait pas si ça va être bon, donc on n'oserait pas, alors que quelqu'un qui est sur place, qui connaît, qui dit non, non, mais ça, faut vraiment goûter, c'est hyper bon. Et ben là, du coup, on goûte des choses qu'on n'aurait pas forcément goûté
autrement. Bah Et ouais, donc, c'est ça carrément. l'idée de ce voyage-là. C'est vraiment Mais, d'avoir l'histoire, la culture, retrouver l'artisanat. Moi, je partage aussi mon carnet d'adresses, un peu ouais. shopping, resto, etc. Et c'est vraiment vivre une expérience, en fait. Voilà, une petite bulle pendant quelques jours. Bon, alors tu t'imagines qu'en 8 ans de blogging, j'ai été invitée plein de fois à des tours et à des guides organisés de la ville d'Istanbul et à chaque fois, ils se prônent être des tours qui sortent des sentiers battus, blablabla. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais, je sais pas moi, à Beşiktaş, dans le baklavacı le plus connu, à manger des baklava alors que tout le monde va là-bas, tu vois. Donc, du coup, je me demandais, sans vouloir trop spoiler tes voyages, que je sais que tu veux garder un peu privé, est-ce qu'il y a un endroit que tu pourrais nous dire où tu es allé avec ton équipe la dernière fois et qui a vraiment marqué les personnes qui t'ont accompagné, ou alors un endroit vraiment que tu sais qui n'est pas commun? Est-ce que tu pourrais partager ça avec nous? Alors, je sais pas si c'est vraiment complètement hors sentier battu, mais en fait, dans mon programme, j'essaye surtout de montrer les différents aspects d'Istanbul. Parce que Istanbul, il y a vraiment le côté très historique et ancien. Il va y avoir des quartiers très modernes, il va y avoir des quartiers beaucoup plus populaires. Et en fait, dans mon voyage, j'essaie d'intégrer ces différentes formes d'Istanbul et en y casant à chaque fois une découverte gastronomique différente. C'est-à-dire qu'il va y avoir du kebab, mais du vrai, vraiment le Mhm. vrai kebab turc. Il va y avoir aussi un peu de la cuisine traditionnelle. Et il va y avoir aussi ce que moi j'appelle la nouvelle cuisine turque. C'est des chefs qui vont partir de recettes et de produits classiques turcs et les présenter un peu comme on fait dans Top Chef, dans une forme un peu travaillée différente, mais tout en ayant ce goût du traditionnel. Mhm. Je pense que dans ce dernier voyage, ce qui a le plus surpris les filles, je pense que c'est vraiment le côté gastronomie. Je pense qu'elles ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de variétés et autant de saveurs. Mhm. Clairement, quand on parle de cuisine turque en France, elle est mal connue en fait. Elle est connue Le pour son kebab. kebab street food, qui est pour moi pas du tout du kebab. Et je pense que toute cette cuisine avec les herbes, avec les légumes, ça les a pas mal surpris. Et en fait, de l'avoir aussi goûté dans différentes formes, je Ouais. pense que ça les a vraiment surpris. Je me suis rendu compte avec ce voyage à quel point les gens connaissent mal Istanbul en fait. Ils voient pas du tout où est-ce qu'il est positionné géographiquement, Mhm. qu'il y a un Bosphore, que la ville est découpée en deux. Enfin, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. En fait, ils ont peut-être quelques photos de la tour de Galata ou de Sainte-Sophie qu'ils ont vues dans des magazines ou autres. Mais Istanbul en tant que tel, ils la connaissent pas. Pour toutes, c'était la première fois en Turquie et à Istanbul. Et en fait, quand ils m'ont dit, ah, mais vraiment, ça m'a trop donné envie d'y retourner, pour moi, c'était gagné. C'était ce que je voulais. Mhm. Qu'ils aient envie d'y retourner avec leurs conjoints, avec leurs enfants et découvrir Istanbul encore plus. Bah écoute, c'est super. Merci beaucoup d'avoir raconté cette aventure. Écoute, pour finir, j'aimerais revenir sur ta boutique et te demander une chose. Si tu devais choisir un produit dans toute ta boutique, lequel serait-il? Dis-moi, quel est ton produit vraiment favori? Et du coup, je le mettrai en barre d'informations en lien. Comme ça, les gens ils pourront aller le voir. C'est assez facile à choisir. Ce sera une pièce de Oui. céramique. Il faut savoir, j'ai une grande passion pour les assiettes sur pied, les assiettes à gâteau sur pied. Et donc, Oui. bah, forcément, je m'en donne à cœur joie avec Maison Levantine. C'est que du coup, il y a pas mal de pièces en céramique, en assiette sur pied, présentation de présentoir à gâteau. Et Ouais. mon favori pour le moment, mais il y a une nouvelle pièce qui va arriver. Mais en tout cas, mon favori actuellement, c'est l'assiette à gâteau Patrice, D'accord. qui est mon favori. Et dans moins d'une semaine, mon nouveau favori sera l'assiette Christine. Donc, c'est celui qui porte mon nom, c'est pas fait exprès, mais qui est un nouveau modèle qui arrive sur pied et qui est vraiment canon. Super. Donc voilà. Et en fait, C'est donc, cool pour quand la c'est petite ta boutique, anecdote, tu peux donner le nom que tu c'est veux en ça. fait. Donc Alors justement, c'est cool. voilà. Donc la petite anecdote, c'est que toutes mes pièces portent un prénom. Et ces prénoms-là, en fait, ce ne sont que des prénoms de Levantin d'Izmir.
Voilà. Ok, d'accord. Alors, il me semble que tu vas bientôt avoir un pop-up store, c'est-à-dire que tu vas être présente dans une boutique éphémère sur Paris. Alors, je ne sais pas trop la situation actuelle, si elle va pouvoir le permettre, mais je vais mettre toutes les informations en barre d'informations. Donc, si ce pop-up store a lieu, ce sera début juin. Et il me semble aussi que via ta newsletter, si on s'inscrit, on peut avoir un code promo de moins 5 € ou quelque chose comme ça. Ouais, alors c'est une réduction de 5 €. Donc, dès qu'on s'inscrit à la D'accord. newsletter, on reçoit automatiquement un mail avec le code à utiliser. Et donc là, pendant le pop-up, donc effectivement, s'il est maintenu, donc pour le moment, il est maintenu, mais on n'a pas encore complètement communiqué dessus. On attend de voir comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, il est planifié du 4 au 10 juin à Paris, dans le 6e, rue du Cherche-Midi, donc pas très loin du Bon Marché. Donc ça durera une semaine et pour ceux qui viendraient de ta part, le code promo pourra aussi s'appliquer en boutique directement. Ah, c'est super. Du coup, ça s'était pas prévu, mais si vous avez écouté ce podcast et que vous allez à son pop-up, eh bien, vous pouvez dire que vous venez de ma part et du coup, vous aurez le droit à la même réduction que si vous étiez inscrit à la newsletter et aviez fait votre achat via le site en ligne. N'hésitez surtout pas à aller voir Christine à son pop-up. Moi, je l'ai fait la dernière fois et c'était vraiment autre chose en fait. De faire un achat en ligne et de faire un achat en boutique, c'est vraiment différent. Et c'est pour ça qu'elle fait des pop-up régulièrement, c'est pouvoir rencontrer la clientèle et puis montrer les produits en vrai. Et je peux vous assurer qu'elle vend de la qualité. Quand vous touchez les tissus, les matières, etc., vous voyez que vous vous faites pas avoir, quoi. Donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. Et puis du coup, en ce moment, comme c'est un peu compliqué pour les entrepreneurs, les petites entreprises, et surtout les entreprises comme ça d'artisans, eh bien, je pense qu'il est important de se soutenir. Donc n'hésitez surtout pas à soutenir Christine. Moi, je pense à toutes ces personnes qui ont créé des entreprises ces 2 dernières années. Ils doivent vraiment être complètement chamboulés par la situation et se demander s'ils vont pouvoir continuer. Donc, il faut un petit peu penser à eux. Voilà les amis, le podcast est terminé. Il a été vraiment très agréable à enregistrer pour nous. J'espère qu'il a été tout aussi agréable à écouter pour vous. Si vous aussi vous avez eu ce type de projet ou que vous avez ce type de projet de créer une entreprise, que ce soit en France ou en Turquie, qui fasse un lien comme ça entre la France et la Turquie, si vous aussi vous voulez vous fournir en Turquie, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. Christine ainsi que moi-même pourront répondre à vos questions et vous éclairer s'il y a des trucs qui n'ont pas été trop clairs. Ce sera avec grand plaisir. On se retrouve donc dans la section commentaires du podcast. Merci Christine, je te fais d'énormes bisous et puis j'espère qu'on se verra après le confinement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Péline. Öpüyorum. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast turc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à consulter la partie information pour avoir tous les liens concernant le podcast. À très bientôt. Görüşürüz.